Alors, bonsoir à toutes et tous. Certains d'entre vous m'ont déjà vu, d'autres me rencontrent pour la première fois. Alors, je m'appelle aussi Agnès, mais je ne suis pas Agnès Leclerc. Agnès Leclerc a les cheveux un petit peu plus argentés que moi. C'est très joli d'ailleurs, je trouve qu'elle est très jolie avec ses… Bonsoir Cathy, elle est très jolie avec ses cheveux de fée. Donc, je m'appelle aussi Agnès, je suis Agnès Sofiana. Je travaille avec Galien depuis pas mal de temps et j'enseigne aussi les mathématiques et la didactique au centre Paris et je corrige certainement quelques-unes de vos copies du ICRPE pour celles et ceux qui sont en ICRPE avec nous, avec Galien. De mon côté, on m'a demandé de vous présenter un petit peu mon parcours. D'un point de vue institutionnel, j'ai une maîtrise de mathématiques pures et un DEA en didactique des mathématiques, obtenu l'un et l'autre à Paris. Et puis, j'enseigne les mathématiques au collège, au lycée et un petit peu dans le supérieur aussi depuis un peu plus de 20 ans. Et j'enseigne la didactique spécifiquement au concours, enfin à des étudiants qui préparent le concours du CRPE. J'enseigne la didactique depuis une quinzaine d'années dans différents centres et en particulier chez Galien, que je trouve être un établissement tout à fait sérieux hein, pour en avoir fréquenté quelques autres. Voilà, aujourd'hui, ce soir, on va parler de l'épreuve de mathématiques que vous avez subie en quelque sorte, hein, début avril. Pour nous aussi, c'était une première puisque vous savez tous que le concours a changé cette année. Et on va regarder ensemble de quoi ce sujet était fait cette année et à quelle sauce nous avons été mangés, vous et moi aussi. Ça nous instruira certainement pour l'année prochaine. Alors, j'espère qu'on est bien tous ici pour le groupement 1. Hein, c'est celui qu'on se propose aujourd'hui de regarder. Alors, ça a duré 2 heures. Pardon, excusez-moi. L'épreuve a duré 3 heures. Et puis, vous avez évidemment tenu compte de tous les conseils que vous avez donnés Agnès Leclerc, à savoir assurer l'anonymat de votre copie, bien numéroter les pages, bien faire tous les exercices dans l'ordre et enfin n'utiliser qu'une couleur. Alors, ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, on regarde le vif du sujet tout de suite. Vous vous souvenez, on avait une épreuve de biathlon, enfin une sorte de biathlon qui était proposée à des élèves. Ce n'est pas une épreuve de didactique. Hein. D'accord, merci Cathy. Ce n'est pas une épreuve de didactique, même si dans tout le sujet de cette épreuve, on parle beaucoup d'élèves pour lesquels l'enseignant a préparé une séance comme ci, une séance comme ça. Alors, mais évidemment, là, on ne va pas faire de la didactique, hein, comme promis, hein, on va bien faire des mathématiques. Alors ici, on a surligné, pardon, en jaune, j'espère que vous voyez bien, les éléments importants de l'énoncé. C'est vrai que c'est tout à fait pertinent de bien, alors souligner, surligner, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas sur le sujet, c'est important de mettre en évidence les points essentiels, les points fondamentaux que vous allez devoir retenir pour pouvoir bien traiter le sujet et ne pas oublier de donner de l'énoncé, car souvent, on remarque que des candidats donnent une réponse erronée ou se trompent parce qu'ils n'ont pas bien lu l'énoncé ou parfois même la question. Hein, on le dit souvent dans les copies. Donc, il y avait 4 grands tours à faire. Hein, c'était les 4 grands tours ici qui étaient indiqués par ce grand tour. Là, c'était indiqué. À l'issue de chacun des 3 premiers tours, parce que le 4e tour est celui qui clôt la course, l'élève doit aller ici sur cette partie-là, sur le pas de tir, et effectuer 3 lancers.
sur ces 3 lancers, si à chaque fois, sur ces 3 lancers, s'il n'en réussit pas 1 ou 2 ou 3, il doit, pour chaque lancer échoué, il doit faire un petit tour et ensuite repartir sur le grand tour. Voilà, c'était ça qu'il fallait bien comprendre pour pouvoir ensuite répondre à la deuxième partie, à la partie 2. Pour la première partie, on avait juste des élèves qui s'entraînaient sur la course, donc dans le grand tour. On nous disait que la longueur du grand tour était de 250 mètres. On avait un élève qui fait 4 tours en 10 minutes et on demandait sa vitesse moyenne en mètres par minute. Alors là, la question est facile. On doit, pour calculer une vitesse, faire le quotient, effectuer le quotient d'une distance en mètres par un temps en minutes. Ça tombe bien, on a la distance en mètres et le temps en minutes. Donc normalement, cette question, c'est une question qui est donnée. Évidemment, il ne fallait pas oublier de multiplier par 4 les 250 mètres d'un grand tour, puisque vous avez bien compris que l'élève effectuait 4 tours. Donc, on obtenait 100 mètres par minute. Voilà, ça c'est fait. Un autre élève a parcouru 4 tours à la vitesse de 150 mètres par minute. On voulait que vous donniez la vitesse en kilomètres par heure. Là, on vous demande un petit exercice, pas très difficile, mais qui peut s'avérer compliqué pour certains. Donc, on a la vitesse en mètres par minute, on veut la transformer en kilomètres heure. Alors, il y avait plusieurs procédures pour arriver à ce 9 km/h. Procédures. Une des procédures consistait à dire que j'ai la distance parcourue en 1 minute, je vais regarder la distance parcourue en 60 minutes, c'est-à-dire en 60 fois plus. Et donc, je multiplie par 60 les 150 mètres. Et donc, en 60 minutes, cet élève va faire 9000 mètres, soit 9 km. Voilà, ça, c'était une procédure. Il y en avait peut-être d'autres, mais après, ça dépend de la manière dont vous avez écrit les choses. Dans la deuxième question, on avait donc un tableau qui nous était donné ici, où on nous disait que l'élève de CM1 a pour une longueur de 400 mètres, donc la longueur du grand tour doit faire 400 mètres, et il fait les 4 tours en 9 minutes 30 secondes. L'élève de CM2, lui, a un grand tour qui est plus grand, il fait 500 mètres, et lui, il fait les 4 grands tours en 11 minutes et 8 secondes. On vous demandait de déterminer la vitesse moyenne. Alors, en mètres par minute, encore un coup, mètres par minute, normalement, ça ne pose pas de problème, de chacun des 2 élèves. Alors, ça ne pose pas de problème, sauf que le temps de chacune des courses est donné en minutes et en secondes. Alors, pour l'élève de CM1, normalement, vous n'avez pas dû rencontrer de difficultés, puisque 9 minutes 30 secondes, c'est pareil que 9 minutes et une demi-minute. Et donc, c'est équivalent à 9 minutes. Donc, vous pouviez faire 4 fois 400 mètres sur 9,5 minutes et vous obteniez assez rapidement 168 mètres par minute. Pour le deuxième élève, là, il y avait plusieurs procédures possibles. Alors, ce qu'on vous propose de faire, c'est dans un premier temps de transformer 11 minutes et 8 secondes en nombre décimal de minutes, de sorte ensuite à pouvoir faire la distance parcourue en mètres divisée par ici le temps, mais exprimé en minutes. C'est-à-dire, alors on l'exprime ici en fractions de minutes, mais ça revient aussi à un nombre décimal de minutes. Alors, en l'occurrence, ça, ce n'est pas décimal, mais ça pouvait l'être. En tout cas, un nombre écrit avec une virgule. Alors, l'idée, c'est de se rappeler que 8 secondes, c'est 8 soixantièmes de minute. 8 secondes, 1 seconde, c'est 1 soixantième de minute. Donc, 8 secondes, c'est 8 soixantièmes de minute. Alors ça, c'est une procédure possible. L'autre procédure possible, tiens, je vais prendre mon crayon et je vais écrire en même temps. Non. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Oh zut, pardon. Aïe, où je pédale. Où je pédale en côte. Alors, voilà. Ah, allô. C'est moi. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Excusez-moi, mon ordinateur est vieux. Ça fait 7 ans que je n'ai pas changé d'ordinateur. Obsolescence programmée oblige. Alors, pour cet élève de CM2, il y avait une autre procédure.
vous le fais en direct live, hein, c'était de transformer, alors c'est pas joli, hein, transformer le mot, transformer les 11 minutes 8 secondes en secondes. Hop, en secondes. Puis ensuite, de calculer la vitesse en mètres par seconde, puis de convertir cette vitesse en mètres par minute. Voilà, peut-être certains ou certaines d'entre vous ont procédé de cette manière. Il n'y a pas de problème. C'est correct également. C'est un petit peu plus long. Et moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que si vous êtes sur une procédure qui est un petit peu plus longue, mais qui pour vous est rassurante, parce que vous savez ce que vous faites et ça a du sens, à ce moment-là, eh bien, utilisez cette procédure-là. Il n'y a pas de souci, il vaut mieux. Alors, je ferme ça, je reprends ma petite main et je reprends ma petite main qui est ici. Voilà. Pas de questions? Alors, on va regarder la partie 2. Dans cette partie, les élèves de CE1 font l'épreuve de biathlon dans sa totalité. Donc, vous vous rappelez, les trois grands tours. À chaque tour, ils vont sur le lancer de tir. Ils tirent 3 balles et à chaque tir raté, ils sont obligés de faire un tour de pénalty. Donc, il faut bien avoir ça dans la tête. On rappelle que pour un élève de CE1, on rappelle, hein, CM1, CM2, ce n'était pas pareil, mais pour un CE1, c'est 250 mètres. On rajoute maintenant la longueur du tour de pénalty de 20 mètres. Sachant que le tour de pénalty forme un cercle déterminer son rayon. Et on vous demande d'arrondir au centimètre. Alors attention, les arrondis au centimètre, au millimètre, au mètre, c'est très important de respecter cette consigne. Hein, on vous le dit suffisamment pendant les concours blancs et en cours. Alors ici, il s'agit de déterminer le rayon connaissant le périmètre. Vous savez que le périmètre, c'est 2 fois pi fois r, et tout ça doit être égal à 20 mètres. Donc c'est une petite équation. On a un rayon qui est égal à divisé par 2 pi, et vous allez obtenir à peu près 3,18 mètres au centimètre près. Alors, au centimètre près, parce que 3, ici, c'est l'unité, 1, c'est le dixième, 8, c'est les centièmes, donc 1, c'est le décimètre, et 8, c'est 8 cm. Donc, il fallait arrondir ici à 8. Alors, un élève de CE1 qui court à la vitesse moyenne de 150 mètres par minute prend le départ de l'épreuve. On se pose à chaque fois 30 secondes sur le pas de tir. Alors là, on va nous parler de durée. Hein, attention. Hein. Donc, il parcourt, on sait qu'il va à 150 mètres par minute. Et il passe 30 secondes sur le pas de tir sur le pas de tir 30 secondes. Hein, et puis après, il fait éventuellement ses tours de pénalty. On vous demande la durée totale que met cet élève pour réaliser le parcours complet s'il ne rate aucune cible au premier tour. Par contre, il rate une cible au deuxième tour, puis il rate 2 cibles au troisième tour. Alors là, c'était la question un petit peu chaude. Peut-être vous ne l'avez pas senti comme ça, mais cette question, elle était un petit peu difficile. Alors, en soi, au niveau des calculs, il n'y a pas de difficulté, mais il fallait vraiment que dans votre esprit, tout soit clair. C'est-à-dire, cet élève, quelle est donc la durée, on vous demande la durée totale, donc il va falloir calculer la distance totale qu'il a parcourue en faisant les 4 tours du grand cercle. Ensuite, il va falloir ajouter les 3 tours ici du petit cercle de pénalty, puisqu'il a raté aucune cible au premier tour, donc 0, une cible au deuxième tour, donc un petit tour de pénalty, 2 cibles au troisième tour, donc 2 de plus, 2 petits tours supplémentaires. Il a fait 3 petits tours de pénalty. Donc, il a fait 4 grands tours, 3 tours de pénalty. Et donc, la distance totale qu'il aura parcourue en courant à la vitesse de 150 mètres par minute, c'est 1060 mètres. Et donc, ces 1060 mètres, pour calculer la durée, alors vous savez très bien que la distance, c'est la vitesse par le temps. Et le temps, alors là, c'est une petite manipulation de cette petite équation qu'il faut savoir faire et que vous avez dû vous entraîner à le faire.
Éventuellement, on multiplie à gauche et à droite par le temps et on redivise à gauche et à droite par la vitesse, de sorte à obtenir ce que l'on cherche et ce que l'on a. Et puis, vous avez dû arriver à une équation, une égalité. Ah ouais, vous avez calculé le temps tour par tour. Ça risque d'être un petit peu. J'ai vu la question, Emma. Tour par tour, faudra voir. Refaites les calculs pour voir si vous obtenez quelque chose de similaire à 8 minutes 34. Mais c'est vrai que c'est plus périlleux. Là, l'idée, mais il y avait plusieurs procédures possibles de toute façon. Mais là, l'idée, c'est de prendre tout dans sa globalité, sachant qu'à chaque fois, la vitesse est toujours de 150 mètres par minute. Donc, le temps total où cet élève a couru, c'est donc la distance 1060 mètres par la vitesse, c'est-à-dire 150 minutes. On va obtenir un nombre de minutes qui est égal à 106 quinzièmes de minutes, qu'il va falloir donc traduire en minutes et en secondes. Donc, 106 quinzièmes, excusez-moi, je ne l'ai pas écrit sur ma feuille, mais c'est pas moi qui ai fait la feuille. 106 quinzièmes, ça fait 7,06. Attends, je le note. Non, je ne veux pas. Ah, zut. Alors, 106 quinzièmes, là, ça fait 7,06 minutes. Et puis, si on essaie de traduire 7,06 minutes, et ben, ça fait 7 minutes plus 0,06 minutes qu'on multiplie par 60 pour obtenir le nombre de secondes. Et donc, on obtenait 4 secondes. 4 secondes. Oui, parce que ça fait 3,6 secondes. Donc, 3,6 secondes, ça va faire arrondi, ça va faire 4 secondes, effectivement. Je calcule mentalement en même temps. Et donc, ça, c'est uniquement pour les tours de cercle, de grand tour et de petit tour. Et à cela, on va ajouter les 30 secondes que l'élève passe à chaque pas de tir. Et comme il a fait une fois, deux fois, trois fois, il est resté 3 fois 30 secondes sur le pas de tir, on va ajouter 1 minute 30, ce qui va donner 8 minutes 34. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait exactement de cette manière-là et que vous êtes arrivé quand même à 7 minutes 4 secondes, eh ben, vous aurez des points. Si vous êtes arrivé à 8 minutes 34 secondes, vous aurez des points. Et même, quand bien même vous avez commencé à faire quelque chose et vous avez montré que vous avez des connaissances et que vous savez manipuler toutes ces grandeurs quotients, vous aurez quand même un petit peu de points. Je pense que cette question-là, elle a dû être difficile pour beaucoup de candidats. Ça fait partie des quelques questions qui sont un petit peu difficiles. Et oui, voilà, tout à fait, bien sûr, Cathy vient d'écrire, j'ai mis sa petite fenêtre là, bien sûr. Elle a écrit, j'avais compris que pour les 3 lancers, il avait mis 30 secondes en tout. Et oui, et oui. Alors, pourquoi et c'est pour ça qu'il faut bien lire l'énoncé, regardez, on suppose que pour effectuer 3 lancers, donc à chaque pas de tir, il passe à chaque fois 30 secondes sur le pas de tir. Il faut bien lire l'énoncé et même quand vous êtes en train de rédiger la réponse ou de faire des calculs, n'hésitez pas, il faut relire encore l'énoncé pour être sûr qu'on a bien compris et qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé ou peut-être aurait-on compris de travers ou mal compris. D'ailleurs, quand vous aurez des élèves en face de vous, il faudra toujours aussi vous assurer de ça. Parce que les élèves, ils ne comprennent pas tout de suite automatiquement, quand même parlent correctement le français, ça ne monte pas tout de suite au cerveau. Parfois, on croit avoir entendu quelque chose, ou on se fait une idée de ce que le maître veut, et hop, on fait quelque chose qui est à côté. Donc, la compréhension de l'énoncé ou la compréhension de la situation, c'est quelque chose de fondamental. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence,
pas du tout. Hein. Ça a à voir avec l'attention et avec bah voilà, être attentif. Et donc, tout le monde peut se tromper à ce niveau-là. Bah oui. 30 secondes hein, sur le pas de tir. Oui, 30 secondes sur le pas de tir, mais à chaque fois. Hein, là, ça a été surligné, là. Non, zut. Ça a été surligné. À chaque fois, c'est marqué. À chaque fois. Donc, c'est bien 3 fois qu'il fallait ajouter les 30 secondes. Alors, on regarde la suite. Zut. Il manque qui, lui? Alors, le professeur des écoles, on va continuer. Hein, le professeur des écoles là, souhaite encore aider ses élèves à développer patati patata. Alors, il souhaite modifier certains paramètres à chaque essai. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait un petit tableau, il fait un essai. Regardez bien le tableau. Donc, pour le tir numéro 1, il laisse l'enfant 30 secondes, il manque 0 cible. Le tir numéro 2, 30 secondes, il en manque une. Le tir numéro 3, 30 secondes, il en manque 2. Ah, c'est l'exemple qui a été donné au-dessus. La distance totale parcourue, on ne sait pas. Le temps total de course, on sait que c'est 418 secondes. 418 secondes, 6 x 8, 48, non, c'est pas ça. Voilà. La vitesse moyenne, on ne la connaît pas. Et la durée en minutes totale, on ne la connaît pas non plus. Alors, et puis on voit que pour les C2, alors il s'est passé quelque chose. Au tir numéro 2, il a laissé 32 secondes, l'élève n'a raté aucune cible. Et au tir numéro 3, il a laissé 35 secondes et l'élève n'a raté aucune cible. Ça, c'est très intéressant de voir comment les choses se passent au niveau voilà, des différents essais que l'enseignant a fait pour ce même élève de CE1. Hein, voilà. Alors, on se demande dans la première question, donc on a un petit tableur avec des lignes et des colonnes. La formule saisie en H3 ici, donc c'est cette cellule-là ici qui est ici. Hein. Cette cellule-là, tiens, je vais mettre un petit point. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vais mettre un petit point ici, c'est la H3 ici. D'accord. Voilà. Donc, dans la cellule H3, on nous dit que on a écrit la cellule 1000 plus C3 plus E3 plus G3 fois 20. Et on nous demande d'expliquer le C3 plus E3 plus G3 fois 20 dans le contexte de l'exercice. Alors, il faut bien comprendre que la distance totale parcourue ici, là, hein, à ce niveau-là, manifestement, qu'est-ce que c'est ce 1000? Eh ben, le 1000, on voit bien que c'est le 4 fois 250, il me semble, hein, 4 fois 250 mètres, puisqu'on est toujours avec ces 250 mètres, donc c'est les 4 tours. Hein, 1000, ce sont les 4 tours. Et C3 plus E3 plus G3, C3 ici, c'est 0. Donc, comme il a manqué 0 cible, il n'a pas fait de tour de pénalty. E3, c'est 1, il a raté une cible, il a fait un tour de pénalty. G3, il a fait 2 tours de pénalty. Donc, en fait, C3 plus E3 plus G3 va simplement calculer le nombre de tours de pénalty que l'élève a fait pour l'essai numéro 1 ou pour l'essai numéro 2 ou pour l'essai numéro 3. Hein, puisque ça compte le nombre de tours et un tour de pénalty fait 20 mètres. Voilà. Hein, donc C3 donc, plus E3 plus G3 représente le nombre de cibles manquées et donc le nombre de tours de pénalty. Alors vous pouviez le rédiger, l'écrire différemment. Hein, l'idée, c'est que vous soyez compréhensible et facilement explicite. On vous demande ensuite de donner une formule qui pourra être introduite dans la cellule J3. J3, c'est celle-ci, et ici, on va calculer la vitesse moyenne en mètres par minute. Alors là, il y avait une toute petite difficulté, parce qu'on a des secondes au niveau du temps, et nous, on veut la vitesse moyenne en mètres par minute. Donc, il y avait ici une toute petite difficulté. Alors, de telle sorte qu'on puisse recopier vers le bas, etc. Alors ici, la formule à rentrer, alors vous pouviez soit l'écrire comme ça, soit l'écrire autrement. Si vous faites H3 sur I3, alors regardez, H3, c'est la distance totale parcourue. Sur I3, c'est-à-dire sur le temps total en secondes, eh bien, vous allez obtenir pour H3 sur I3, hein, H3
pardon, j'ai fait une bêtise, H3. Hop, H3 sur I3. En fait, cette formule-là, elle donne la vitesse en mètres secondes. D'accord? Et que faut-il faire pour obtenir la vitesse en mètres par minute si on a la vitesse en mètres par seconde? Ben, il suffit simplement de la multiplier par 60, puisqu'on a la distance parcourue en 1 seconde. Eh bien, nous, on veut la distance parcourue en 60 secondes. Donc, il suffit juste de la multiplier par 60. Donc, si vous écrivez 60 fois H3 sur I3, eh ben, vous obtenez directement la vitesse en mètres par minute. Voilà. Alors, on vous demandait de le donner. Vous savez bien qu'au CRPE, il faut toujours un petit peu justifier vos réponses. C'est toujours bienvenu. On demande ensuite de donner une formule qui pourrait être introduite dans la case durée totale, ici, qui est là, la durée totale en minutes, ici, de telle sorte qu'on puisse être recopié vers le bas, etc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par durée totale? Ben, la durée totale, c'est la durée totale du parcours, hein, la durée totale qui a duré tout le parcours. Ici, la distance totale parcourue, ici, on l'a, la distance totale parcourue. On a la vitesse moyenne par minute. Donc, on a pas mal de choses. La distance totale la durée totale en minutes. Alors, ce n'est pas le temps de course, puisque le temps de course, c'est le temps de courir. À ce temps de course, il faut bien sûr rajouter ici les durées ici B3, D3 et F3. Hein, donc, il fallait faire donc, B3 plus D3 plus F3, donc les durées sur chaque pas de tir, plus la durée du temps de course, c'est-à-dire plus I3, hein, plus cette durée-là. Mais si on faisait ça, à ce moment-là, on obtenait, hein, si vous faites B3 plus D3 plus E3, non, F3 plus I3, on obtient une durée en secondes. Et comment est-ce qu'on transforme une durée en secondes en une durée en minutes? Eh bien, on divise par 60. Hein, puisque la durée en secondes est beaucoup trop grande. 1000 secondes, eh bien 1000 secondes, si vous divisez par 60, le quotient va être égal au nombre entier de minutes. Vous allez avoir un nombre décimal Ah, voilà. Il fallait mettre des parenthèses. Alors ça dépend comment vous l'écrivez. J'ai une candidate qui propose ça. C'est bon aussi, hein, I3 fois 60. Ça va aussi, c'est OK. Ça aussi, hein. Ça aussi, c'est OK. Hein, H3 sur I3. C'est pareil que 60 fois H3 sur I3. En fait, ça donne le même résultat. Il n'y a pas de souci. On n'était pas obligé. Hein, ça dépendait. Alors, par contre, si vous écrivez, je vous l'écris ici. Par contre, si vous avez écrit H3 sur I3 fois 60, ça, c'est erroné. Ça, c'est faux. Hein. Parce que là, il n'y a que I3 qui peut être considéré comme multiplié par 60. Et là, on a une erreur. D'accord? Donc, ça dépend comment vous mettez votre 60. Si votre 60, vous le mettez après, c'est correct, avec des parenthèses. Sans parenthèses, c'est incorrect. Si vous le mettez avant, il n'y a pas besoin de parenthèses. Voilà. Donc, pour une durée en secondes et pour une durée en minutes, il suffit de diviser par 60. Par 60 pour obtenir des minutes. Hop, je vous le mets en plus petit. Voilà. Alors, après calcul, on obtient le tableau complet ci-dessous. Est-ce qu'il y a quelques questions à ce niveau-là? Mais manifestement, les petits candidats ils, mettent leurs questions au fur et à mesure. Bon, alors, après, après calcul, on obtient le tableau ci-dessous, donc qui est tout complet. Ça vous permettra aussi
de vérifier certains résultats de la distance parcourue, toc toc. On vous demande d'interpréter le tableau pour déterminer ce que l'élève a modifié entre l'essai 2 et l'essai 3. Alors, on vous demande une interprétation de tableau. Qu'est-ce que l'élève a modifié? De répondre à cette question. Hein. Alors, on peut dire que, évidemment, à l'essai 3, il a passé moins de temps sur les pas de tir, mais c'est une stratégie. Il a passé moins de temps sur les pas de tir, et du coup, bah, il a raté, comme il s'est précipité, et ben, il a raté à chaque fois ses tirs, hein, puisque là, il a raté ses 3 tirs là aussi et là aussi. Mais comme il a raté des tirs, il a dû courir 9 fois, 3 fois 3, 9 petits tours de penalty. Mais bon, on remarque quand même qu'il a couru plus vite. Il a couru plus vite. Donc là, bon, on peut aussi, voilà, on peut aussi dire qu'il s'est moins appliqué dans ses lancers pour passer moins de temps sur le pas de tir et qu'il a accéléré sa vitesse moyenne au niveau de sa course, de sorte à pouvoir peut-être rattraper le temps perdu. Alors là, il y avait plusieurs manières d'expliquer les choses. Il n'y avait pas une réponse qui était attendue. On vous demandait simplement voilà, de faire une interprétation du tableau. Enfin, en grosso modo, il fallait dire ça quand même. Hein. Après, il faut prendre soin de votre formulation et de la manière dont vous écrivez les choses. Dans la dernière question, si on analyse les performances de l'élève aux essais 2 et 3, donc ici, quelle hypothèse ce tableau permet-il de faire du point de vue des stratégies à adopter? Alors, du point de vue des stratégies à adopter, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une durée totale, ici, une durée… Alors, je vous rappelle, là, alors, pour répondre à cette question, regardez, il faut revenir quand même, parce que les stratégies à adopter, hein, il faut revenir à l'objectif, ici. Zut. Ici, l'objectif était de mettre le moins de temps possible pour effectuer le parcours complet. Si cette phrase vous a échappé, vous n'avez pas pu répondre correctement à cette question-là que nous avons d'analyser. Si on analyse les performances de l'élève, quelle hypothèse ce tableau permet-il de faire du point de vue des stratégies à adopter? Stratégies à adopter pourquoi? Eh bien, pour atteindre l'objectif. L'objectif, quel est-il? C'est indiqué dans l'énoncé première page tout en haut. Et donc, il faut que la durée de ce parcours soit minimale. Donc, on cherche à optimiser, à rendre minimal le temps. On constate ici que le temps est minimal ici pour l'essai numéro 2, c'est-à-dire 9,43 minutes. Ça fait 9 minutes et 3 quarts de minute, ça fait 45 secondes. Non, pas 3 quarts, une demi-minute, 30 secondes à peu près. Donc, ça fait 9 minutes et quelques. Et donc, c'est cette stratégie-là qu'il faut adopter. Et quelle est cette stratégie? Eh bien, la stratégie est de passer un petit peu plus de temps sur les pas de tir, 32 secondes, 35 secondes, de sorte à ne pas faire de petits tours de penalty, évidemment. Hein, et puis, alors évidemment, vous pouviez dire ça, vous pouviez dire aussi que éviter les tours de penalty, et donc la stratégie à adopter, c'est de s'appliquer lors des lancers. Pourquoi s'appliquer lors des lancers? Parce que quand on s'applique, eh bien, on met un petit peu plus de temps, de la même manière que quand on s'applique pour rédiger une réponse dans une copie de mathématiques, eh bien, on met un petit peu plus de temps. Voilà. Mais il faut toujours miser sur la qualité, vous voyez, ça paye, même quand on fait du triathlon. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Je trouve qu'il n'était pas très difficile, sauf la question ici, là, qui était un petit peu compliquée, je pense. Pas de questions? On continue. On regarde l'exercice 2, on dispose d'un dé cubique non truqué, dont les faces opposées sont identiques. 2 faces numérotées 0, 2 faces numérotées 1 et 2 faces numérotées 2. Alors là, on a surligné, c'est ma collègue Agnès qui a surligné ici
D cubique non truqué dont les faces opposées sont identiques. Pourquoi elle a surligné? Alors, un D cubique, on sait ce que c'est. Ça aurait pu être un D tétraédrique à 4 faces, un D dodécaédrique à 12 faces, ou etc. Là, c'est un D cubique, donc c'est 6 faces. Il est non truqué, ce D. Ça veut dire que s'il est non truqué, ça veut dire que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque face a la même probabilité d'apparaître, soit une chance sur 6, puisqu'il y a 6 faces, une chance sur 6. Et ça, c'est très important. Ça va nous permettre d'appliquer les formules de probabilité qu'on a apprises en classe de 3e ou cette année pendant la préparation. Alors, on effectue 2 lancers, et on lit à chaque lancer. Attention, on a un seul dé. On ne tire pas 2 dés. On tire un dé, on lance un dé. Au premier lancer, le chiffre inscrit sur la face supérieure va indiquer le chiffre des unités. Et au deuxième lancer, le chiffre inscrit sur la face supérieure va indiquer le chiffre des dixièmes. On va ainsi obtenir un nombre décimal qui va s'écrire unité, virgule, dixième. On vous demande de donner la liste de tous les nombres que l'on peut obtenir. Alors, cette liste, vous la faites. Alors, vous pouviez faire un petit tableau si vous voulez, même s'il y a un seul dé. Comme il y a 2 lancers, vous pouvez faire en colonne le premier lancer et en ligne le deuxième lancer, par exemple, et vous obteniez les 9 possibilités. Mais attention, il n'y a pas, là, le cas est particulier, il y a 36 cas, mais il y a des cas qui se répètent avec la même probabilité. Donc, si vous avez fait le tableau, vous allez pouvoir obtenir des résultats corrects au niveau des probabilités. Parce que là, 0, 1 et 2 ont la même probabilité d'apparaître, c'est-à-dire une chance sur 6 pour chaque face, et donc 2 chances sur 6, soit une chance sur 3 pour le 0, une chance sur 3 pour le 1 et une chance sur 3 pour le 2. Alors ça, peut-être ça pourrait être intéressant de l'indiquer, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir le 1, non, d'obtenir le 0 déjà, d'obtenir le 0, c'est une chance sur 3, et c'est la même que la probabilité d'obtenir le 1, qui est la même que la probabilité d'obtenir le 2. Voilà. Puisque, alors normalement, c'était pas une chance, normalement c'était 2 chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 3, puisqu'il y a 2 faces qui portent le même numéro. Alors, la liste de tous les nombres qu'on pouvait obtenir, c'était 0, 1, 2, 0,1, 1,1. Alors, vous aviez 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, etc. Donc, ça, je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Il y avait 9 nombres au total. Et ces 9 nombres ont chacun la même probabilité d'apparaître, une chance sur 9. On vous demande de justifier que la probabilité d'obtenir 1,2 est égale à une chance sur 9. Donc, soit vous faisiez un petit raisonnement, soit vous disiez que pour obtenir 1,2, eh bien, il faut d'abord obtenir 1 avec le premier lancer, puis il faut obtenir 2 avec le deuxième lancer. Donc, ça va faire une chance sur 3 multipliée par une chance sur 3, soit une chance sur 9. Alors, si vous avez fait le petit tableau, vous avez dû vous rendre compte que, eh bien, il y a effectivement un événement qui donne le résultat 1,2 sur 9 événements possibles, donc un cas favorable sur 9 cas possibles. Vous pouviez aussi raisonner de cette manière-là. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 1 ? Pour un nombre strictement inférieur à 1, je suis à quelle question là ? La C. La probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 1, c'est qu'obligatoirement, vous avez 0 en chiffre des unités, parce que les autres vont donner 1 en chiffre des unités ou 2. Donc, cette probabilité-là, elle est égale à la probabilité d'obtenir le 0 au premier lancer. Et donc, c'est une chance sur 3. Ensuite, on vous demandait quelle est la probabilité d'obtenir un nombre entier. Alors là, vous aviez 3 cas favorables, donc 3 chances sur 9 ou une chance. Ou alors, vous pouviez faire la probabilité d'obtenir 0 fois la probabilité d'obtenir 0, plus la probabilité
d'obtenir 1 fois la probabilité d'obtenir 0, plus, hop, à la ligne, plus la probabilité d'obtenir 2 fois la probabilité d'obtenir 0. De toute façon, ici, avec une probabilité égale à 1 tiers, vous auriez obtenu ici 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième, ben, ça fait 3 neuvièmes et ça fait 1 tiers. Vous auriez obtenu exactement le même résultat, hein, quelle que soit la démarche que vous utilisez. Hein. Enfin, on a demandé quelle est la probabilité d'obtenir un nombre décimal. Et là, c'était une question piège. Il y en a de temps en temps. Oui, il y a des pièges dans la vie, c'est comme ça, il faut s'y préparer. Et là, obtenir un nombre décimal. Alors, peut-être certains d'entre vous ont dit, comme il y a une chance sur 3 d'obtenir un nombre entier, il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un nombre décimal. Eh bien non, c'était un piège puisque le nombre entier est aussi un nombre décimal. Tous les nombres que l'on va obtenir sont tous des nombres décimaux. 0, 1, 2, tout ça, c'est du nombre décimal. Et donc, la probabilité d'obtenir un nombre décimal, c'est 9 chances sur 9, soit encore 1. C'est ce qu'on appelle aussi l'événement certain. De toute façon, on obtiendra toujours un nombre décimal. Voilà. C'était le petit piège. Je pense qu'il y a une bonne petite quantité de candidats qui ont dû tomber dedans. Donc, si vous êtes tombé dedans, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous n'êtes pas tombé dedans, je vous félicite. Alors, dans la deuxième question, on avait un tapis représenté par 36 carrés, là, de côté 10 cm. Et ces carrés définissent donc 3 zones. Une zone grise ici, représentée par 4 petits carrés. Une zone blanche qui contourne, qui fait le contour de la zone Z3. Et la zone gris clair qui fait le contour encore de la zone Z2. Alors, avec le même dé que précédemment, on effectue un lancer sur ce tapis. Faites bien attention à ce qui est écrit dans les énoncés et on regarde la face supérieure. Alors, si le dé tombe à cheval sur 2 zones, on le relance, c'est-à-dire ça ne compte pas. Ça veut dire on ne va pas se faire des nœuds au cerveau. Il tombe entre 2 zones, hop, on le reprend, ça ne compte pas, on relance. D'accord? Hop. Donc, ensuite, on admet que la probabilité que le dé tombe dans une zone est proportionnelle à l'aire de la zone. Alors, peut-être, si vous avez déjà rencontré cette formulation, tant mieux, donc auquel cas vous allez bien comprendre. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, cette petite phrase, ça veut dire que, où est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire ici. Je vais écrire la probabilité de tomber sur la zone Z2, Z2, est égale, alors je vais le faire à la ligne, est égale à l'aire de la zone Z2 divisé par l'aire totale. Alors je vais faire un divisé, je vais faire un trait. Je vais faire un trait comme ça vous comprendrez bien. Voilà. Hop, comment je me débrouille avec 3 fois rien. Alors, voilà. Ici, la probabilité que le dé tombe dans la zone Z2, c'est ça que ça veut dire quand on vous dit que la probabilité est proportionnelle à l'aire de la zone. Donc, ça veut dire que la probabilité que quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit un dé, une bille ou un stylo tombe dans la zone Z2, eh bien, c'est l'aire, c'est le quotient de l'aire de la zone Z2 par rapport à l'aire totale de cette cible ou de ce tapis. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il fallait raisonner. Alors ensuite, pour calculer l'aire de la zone Z2 et pour calculer l'aire de la zone totale, où il y a une faute d'orthographe, donc pour calculer l'aire de la zone Z2 et l'aire de la zone totale, moult possibilités. Vous pouviez vraiment calculer en centimètres carrés les aires de chacune des zones, puisqu'on vous disait que les petits carrés faisaient 10 centimètres. Vous pouviez faire cela. Vous pouviez aussi considérer que chaque petit carré là, représente une unité d'aire, par exemple, et donc que la zone Z2, ici, et donc que la zone Z2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités d'air et que l'air total
eh bien, comporte 36 carrés, donc 36 unités d'air. Et donc, faire ce quotient de 12 unités d'air par 36 au total unités d'air, et vous aviez tout de suite la probabilité, une chance sur 3. Si vous avez pris un chemin un petit peu plus long, et si vous avez calculé l'air total, donc 6 fois 10, 60 cm² pour l'air total, et puis ici vous avez calculé 40 fois 40 moins 20 fois 20, et donc vous avez obtenu un résultat pour l'air de la zone Z2, c'est bien aussi. Hein, vous avez calculé l'air de plusieurs carrés, vous avez soustrait les airs, c'est bien aussi. Hein. Il n'y avait pas d'attendu particulier à ce niveau, l'idée c'est d'arriver à une réponse. Et si vous avez raisonné de cette manière-là, c'est bien de raisonner en termes d'unité d'air. Vous dites qu'un petit carré de 10 cm de côté représente une unité d'air. Hein, c'est que d'ailleurs, ce mot d'unité d'air, c'est une expression que l'on utilise avec les élèves cycle 3 en CM1 et en CM2 quand on aborde les aires de surface, de carré, de rectangle ou de triangle, etc. On utilise cette expression unité d'air. Donc, si vous l'utilisez dans votre copie de mathématiques, au concours du CRPE, le correcteur va se dire, tiens, le candidat a des notions de didactique. C'est intéressant. Voilà, c'est tout. Hein, il se dira juste ça. Hein, il ne vous mettra pas 3 points de plus, malheureusement. On continue. Quelle est la probabilité que le dé tombe en zone Z2 et donne le nombre 1? Merci Cathy, parce qu'il est déjà 8 heures. Oui, je suis longue, pardon. Alors, quelle est la probabilité que le dé tombe en zone Z2 et donne le nombre 1? Alors là, il fallait faire la probabilité que le dé tombe en zone Z2, multiplier, parce que quand on a un et en probabilité, on multiplie les probabilités. Il faut multiplier par la probabilité que le dé tombe sur le nombre 1. Et donc là, vous aviez des résultats au préalable là, que vous pouviez évidemment utiliser et obtenir ces résultats-là, dans la mesure où tomber sur une zone et obtenir un nombre D sont complètement indépendants. Voilà. Je suis un petit peu longue, pardon. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce qu'il y a déjà 1 heure qui s'est... Alors, dans cet exercice 3, on avait un petit exercice un petit peu étrange où on vous donnait un exercice qui avait été donné à des élèves de CM2. Hein, et on vous disait, alors l'exercice est un exercice, c'est un problème pour chercher. Hein, les élèves n'ont pas d'outils mathématiques pour résoudre cet exercice, mais ils vont devoir chercher et donc faire des schémas. Et là, par rapport à cet exercice, on vous demandait de corriger le schéma de Samira, puisque Samira, elle a mis 3 billes de plus que les bleus. Hein, elle a mis 3 billes de plus que les verts, mais elle a considéré que c'était les billes bleues qui contenaient le plus, qui contenaient le plus de billes. Or, bon, c'est évidemment, c'est une erreur assez fréquente. Il est indiqué qu'il a 3 billes vertes de plus que de billes bleues, et non pas qu'il a 3 billes bleues de plus que de billes vertes. Hein. Et donc, Samira, elle a fait cette petite erreur. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était refaire ce petit schéma-là. Et au lieu de rajouter 3 billes comme Samira a fait, de indiquer ce plus 3 ou à la place de ce petit rectangle, indiquer que les nombres de billes bleues, c'est ça, c'est uniquement le petit carré qui est rayé, le rectangle qui est rayé. Et plus 3, ça va donner l'équivalent de la quantité de billes vertes. Hein, c'est ça qu'il fallait dire. Et évidemment, là, on a une totalité, alors non pas de 51 billes, puisque ici, on en a 3 de plus. Il était indiqué que en tout, le nombre de billes était égal à 51. Donc, si ici, on en rajoute 3, ça nous fait 54 billes en tout. On en a 3 de trop. Hein. On en a 3 de trop qui sont des billes fictives, qui n'existent pas vraiment.
Alors, il fallait corriger tout ça sur la copie. Toutes ces choses-là étaient correctes. Ce qu'on vous demandait, c'était juste une version corrigée du schéma, ici. On ne vous demandait pas de corriger la copie de Samira. En revanche, on vous demandait ensuite de résoudre le problème à votre niveau, c'est-à-dire avec de l'algèbre et une mise en équation. Et on vous demandait donc d'écrire en fonction de V du nombre de billes vertes, le nombre de billes rouges et le nombre de billes bleues. Alors, Gaël, vous avez fait la même erreur que Samira. Il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues. Donc, c'est pas... Oui, il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues. Eh bien, ici, il est indiqué que les billes bleues sont donc moins nombreuses. Donc, les billes bleues, il y en a moins. Ce que Samira a fait, c'est que Samira, quand on dit il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues, on est bien d'accord que ce sont les billes vertes qui sont plus nombreuses. Or, ici, ce qu'a fait Samira, c'est qu'elle a considéré ici que les billes bleues étaient plus nombreuses. Alors, le 51, non, n'est pas correct ici, Gaël, puisque ici, on nous dit que dans le bocal, il y a 51 billes. Donc, qui sont les 51 billes? Les 51 billes, c'est la réunion des billes vertes, bleues et rouges. Donc, si dans le petit schéma, uniquement dans le petit schéma, si dans le schéma, pour se représenter la situation, si dans le schéma, pour se représenter la situation, on met ici cette quantité de billes vertes, là la quantité de billes rouges, et là la quantité de billes bleues, plus 3 billes, pour représenter le fait qu'il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues, et bien dans ce cas-là, si on prend la totalité des billes, on en a 51 parce qu'il y a les billes, plus les 3 fictives qui nous ont servi uniquement pour se représenter la situation. Donc on n'a pas de billes. Vous voyez, on en a 54. Ah oui, c'est pas facile. Éventuellement, il faudra y revenir plus longuement. Mais là, je vais continuer. Donc, on prend ici, si on doit exprimer de manière algébrique, ici, le nombre de billes vertes, alors, le nombre de billes rouges va être égal à 4 fois le nombre de billes vertes. Ça, c'est congruent avec l'énoncé, puisqu'il y a 4 fois plus de billes rouges que de billes vertes. Et si vous dites qu'il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues, on est bien d'accord que les billes vertes sont plus nombreuses. Il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues, comme vous l'avez indiqué. Donc, où est-ce qu'il est mon truc? Il est là. Alors, ça, soit vous pouviez écrire B égale V moins 3, soit vous pouviez écrire il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues. Ça peut s'écrire aussi. Alors, je mets une petite flèche. Donc, c'est les billes vertes, c'est les billes bleues plus 3. Vous pouviez aussi écrire comme ça. Les billes vertes sont plus nombreuses. Il y a 3 billes vertes de plus que de billes bleues. Donc, le V égale B plus 3, on le remarque ici. Le V, les vertes, c'est les bleus plus 3 billes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est comme ça, en tout cas, qu'il fallait le modéliser. Là, vous êtes face à une modélisation algébrique. On vous demande de mettre le problème en équation. Eh bien, vous pouviez tout simplement écrire que la totalité de toutes les billes, les bleus, plus les rouges, plus les vertes, eh bien, il y en a 51, par exemple, et essayer de tout écrire en fonction de V. Alors, eh bien, vous obteniez V plus 4V plus V moins 3, puisque vous avez écrit B égale V moins 3, et on obtenait, donc, il y avait 9 vertes. En tout, il y avait 9 vertes, donc, il y avait 36 rouges, et il y avait 6 bleus. Et quand vous arrivez à ce résultat, vous vérifiez bien que vous avez bien
4 fois plus de billes rouges que de billes vertes et 3 billes vertes de plus que de billes bleues. Et c'est bien le cas. Et est-ce que la totalité fait bien 51? Rapidement, on voit 45, 51, ça marche. Voilà, à toujours faire une petite vérification à la fin. Ça ne mange pas de pain et ça, on se rassure. Alors ici, dans l'exercice 4, avec notre petit scratch, il n'était pas très difficile, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça a dû poser problème. Alors ici, on nous demandait d'abord, dans un premier temps, de faire un dessin. Alors le dessin, ici, je n'ai pas pu le faire, mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner simplement un losange. Ça va donner un losange de côté 5 cm. Hein, et avec un angle intérieur, avec 2 angles intérieurs qui valent chacun 45 degrés et 135 degrés. Donc, vous avez dû obtenir un losange qui devait à peu près ressembler à celui-là, puisque c'est le motif, en fait, qui va être répété ici dans le programme numéro 2. Donc, vous obtenez ici dans la première question un losange de côté 5 cm avec ici un angle en haut de 45 degrés et là un angle de 135 degrés. On vous demande quelle est la nature de la figure tracée. Alors évidemment, vous n'allez pas dire c'est un losange. Il va falloir le justifier. Et pourquoi c'est un losange? Parce que on répète 2 fois, on avance de 50 et donc les 4 côtés de cette figure vont d'une part être égaux avoir la même longueur, avoir la même dimension. Donc, ça va faire 4 côtés de même longueur. Et puis, par ailleurs, moi, j'aurais rajouté et 45 degrés plus 135 degrés est égal à 180 degrés. Donc, les 2 angles adjacents sont supplémentaires. Et donc, quand 2 angles adjacents quand 2 angles consécutifs sont complémentaires, on a automatiquement un parallélogramme. Et donc, si on a un parallélogramme qui a ces 4 côtés de même longueur, eh bien, c'est un, vous savez, c'est un losange. Voilà, ça c'était une manière aussi voilà, ça irait plutôt ici, hein, plus ça. Voilà. Alors, dans la dernière question, dans la question numéro 2, alors on faisait cette petite figure et on vous demandait quelle valeur on voulait attribuer, on voulait faire cette figure avec le petit programme qui est là. Alors, on met C à 30, donc on fait dans un premier temps un petit losange de côté 30 ici. Et puis, on demande de tourner d'un certain nombre de degrés et d'agrandir la longueur du losange de 30. Et on vous demande quelle valeur attribuer aux lettres A et N dans le programme 2 pour obtenir la figure. Alors évidemment, comme il y a 4 losanges, on va répéter 4 fois. Et puis ici, on voit bien que si cet angle-là fait 45 degrés, on voit bien que le deuxième losange part dans la direction 45 degrés. Donc, la valeur de A va être égale à 45 degrés. Hein, pour pouvoir partir exactement au ras du côté au-dessus du premier losange et du deuxième losange, etc. Et alors, pour la valeur de la variable C, une fois le programme exécuté, je pense que certains d'entre vous ont pu peut-être se tromper. Ici, au début, la longueur du petit losange là est 30. Ici, la longueur est de 30 et 30, 60. Ici, la longueur est de 60 et 30, 90. Là, la longueur est de 90 et 30, 120. Mais regardez bien, faites bien attention, à la fin de la 4e répétition, donc le programme a fait le losange qui mesure donc 120, hein, parce qu'on met à 30. Le premier motif mesure 30. On ajoute 30 à la première longueur, ça fait 60. Oui, 60. Donc, le deuxième motif fait 60. À la fin du deuxième motif, la valeur de C a changé. Donc, pour 90. Pour le troisième, ici, c'est la première.
Ici, c'est la deuxième boucle. Là, c'est la troisième boucle. Là, c'est la quatrième boucle. À la fin de la quatrième boucle, ajoutez à C 30. Donc, C est de nouveau modifié. Agnès, on a une question dans le chat. Si on a mis A égale 225, est-ce que ça marche? Ça fait 180 plus 45. Ah non, ça ne marchera pas. Alors, ça ne marchera pas parce que 180 plus, ça fait 180, ça fait un tour complet. Donc, ça fait, plutôt que d'aller vers la droite, il va aller vers la gauche. Et plus 45, ça veut dire que non, ça ne va pas aller. Parce que ça veut dire que comment ça s'appelle, le deuxième losange va se retrouver en bas, en fait, là, à ce niveau-là. Et vous allez obtenir une figure. Alors, vous allez obtenir une figure qui va partir comme ça. Ça ne va pas le faire. 225, ça ne va pas aller. Non. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis 225 d'ailleurs. C'est 135, vous avez mis, je ne sais pas. Faudra en discuter plus amplement. En tout cas, ça ne fonctionnera pas. Parce que sinon, vous aurez un losange qui partirait vers le bas. Hein. Ici, merci Emma. Pour la valeur de C, ici, donc il y avait un piège. Enfin, ici aussi, il y avait un petit piège, puisque la valeur de C change à la fin de chaque boucle. Et donc, à la fin de la quatrième boucle, la valeur de C va changer. Et elle ne va pas être égale à la longueur du dernier losange, mais elle va être égale à cette longueur plus 30, c'est-à-dire elle va être égale à 150. Alors là, Agnès a écrit voilà, 30 plus 4 fois 30, 150. Mais si vous vouliez faire ce raisonnement-là, il est correct aussi, évidemment. Vous pouviez l'écrire aussi. Hein. On n'est pas toujours obligé de faire des calculs, on peut aussi écrire les choses. Enfin, on vous demande ici, que peut-on modifier dans le programme 2 pour obtenir la figure ci-contre, là où chaque segment mesure 30 pixels. Alors, il y avait trois choses à dire. Ce n'était pas des modifications, mais il y avait trois choses à dire. Dans un premier temps, il ne fallait pas modifier le bloc motif, celui qui fait le petit losange, là, hein, le premier, là, celui-là. On ne modifie pas, on ne le change pas. Sauf qu'ici, on avance de C qui vaut 30, c'est bon, on ne bouge pas. Ça, on ne le bouge pas. Dans la boucle, ici, on va mettre, au lieu de tourner de 45 degrés ici, eh bien, on va demander, parce qu'à la fin du motif losange, le petit personnage ou le stylo se retrouve à l'endroit du départ et orienté vers la droite, c'est-à-dire dans sa position de départ. Et donc là, il va devoir tourner de 90 degrés pour se retrouver en position de départ, mais vers le haut, et pouvoir faire son deuxième losange, cette fois-ci vers le haut. Hein, à chaque fois, à la fin d'un motif, le crayon se retrouve en position de départ. Donc, il était parti comme ça au départ, donc il se retrouve dans cette position-là. Et enfin, il faut enlever l'instruction ajoutée à C30, puisqu'on voit bien que chacun des quatre petits, on a 4 hein, ici, on voit qu'à la fin de chacun des motifs, eh bien, les losanges suivants ont la même grandeur. Donc, il ne faut surtout pas augmenter la valeur de C, sinon on va avoir des losanges qui vont grandir. Donc, il y avait plusieurs choses à modifier et à laisser tranquille. Et donc, ça, et à chaque fois, il faut l'indiquer. Alors, on va regarder enfin le dernier exercice qui portait sur un cône de révolution surmonté d'une demi-sphère. On vous donnait toutes les jolies formules. On vous apprenait aussi qu'une génératrice ici, c'était la longueur du côté comme ça, du côté du cône. Hein, c'est ce qu'on appelle la génératrice. Pour celles et ceux qui n'avaient pas ce vocabulaire, c'était pertinent quand même de l'avoir mis sur la copie. Et on vous demande, donc, en indiquant évidemment les étapes de calcul, de montrer que le volume de tout le ballon sonde est égal à 45 000 pi centimètres cubes. Évidemment, il fallait, alors Agnès elle a mis sa petite réponse ici, il fallait faire le volume du cône de révolution avec la formule qui est ici. On a le rayon et la hauteur, ça ne pose pas de problème.
et il fallait faire la moitié d'une boule, et donc la moitié de 4/3 de pi r cube. Le rayon, on l'a aussi, c'est 30 cm. Donc normalement, ça n'a pas posé problème à personne. Évidemment, il ne fallait pas utiliser sa calculatrice puisqu'on voulait garder 45 000 pi. Hein. Ensuite, on nous demandait de donner le volume du ballon en litres. Ah, on a des centimètres cubes. On vous le demande en litres. Question classique, facile. Normalement, tout le monde a réussi à faire ça. On a 45 000 pi centimètres cubes. L'idée, c'est de transformer ces centimètres cubes en décimètres cubes et donc des décimètres cubes en litres. Voilà. Donc, alors il y avait plusieurs manières de faire, hein, mais vous pouviez dire que vous pouviez calculer 45 000 pi centimètres, 45 000 pi déjà. Vous obtenez des centimètres cubes. En divisant par 1000, on obtient des décimètres cubes. Et une fois que vous avez les décimètres cubes, eh bien c'est terminé puisque vous avez des litres. Alors je vous rappelle que pour passer des centimètres cubes, hein, si vous divisez par 1000, on obtient des décimètres cubes. Hein, puisque la colonne des centimètres cubes contient 3 colonnes. Pour faire 1000, ou plus exactement, 1000 décimètres cubes, non, pardon, 1000 centimètres cubes égale 1 décimètre cube. Voilà, c'est plus joli d'écrire ça. 1000 cm3 égale 1 décimètre cube. On vous demande, dans la deuxième question, de montrer qu'une génératrice du cône mesure racine de 900 cm. Alors là, vous avez été épargné, il n'y a pas eu de Thalès, il n'y a pas eu de trigonométrie, il n'y a pas eu de démonstration géométrique, il n'y a pas eu de choses très compliquées. Il y a eu quand même un petit Pythagore, un petit théorème de Pythagore. S'il a été bien rédigé, ça aussi, c'était facile. Ah oui, on pouvait dire aussi, exact, on pouvait dire aussi 1 cm3 égale 1 millilitre. Très bien, c'est très bien ça aussi. Voilà, on pouvait aussi transformer les centimètres cubes en millilitres et puis des millilitres divisés par 1000 pour obtenir des litres. Tout à fait. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, toujours. Hein. Alors ici, dans la deuxième question, on a fait un petit Pythagore, donc tout s'est bien passé normalement. Racine de 900 cm. Et on nous demande d'en déduire que l'enveloppe totale du ballon de sonde au niveau de la mer a une aire d'environ 1,5 m². Alors là, on parle de l'enveloppe totale du ballon de sonde et on a de la chance parce que l'aire de la surface latérale d'un cône nous est donnée et l'aire de la sphère nous est donnée. Donc là, la surface c'est pi fois r fois la génératrice, et l'aire de la sphère, c'est 4 pi r carré. Donc tout ça, le r, on l'a. Alors c'est l'aire de la sphère, donc il faut faire l'aire d'une demi-sphère, donc il ne faudra pas oublier de diviser par 2. Normalement, on obtient, voilà, 14 596 cm², soit à peu près 1,5 m². Alors, attention, au dixième près, donc on arrondit à une décimale, hein, à 0,5. 1, parce que sinon, ça aurait fait 1,45. Je ne vois plus mon résultat. 1,4596 m². Voilà. Hein, puisque ça faisait centimètres carrés, ça faisait 145 décimètres carrés ou encore 145, ah non, 96 décimètres carrés. Voilà. Hein, ça, c'est important de se souvenir de toutes ces égalités-là. Hein. Virgule. Donc, quand on a 1,4596, eh bien, on arrondit au dixième, la décimale étant un 5, on arrondit au dixième à 1,5. On arrondit au-dessus. Je pense que vous avez eu des leçons là-dessus. On va regarder la dernière partie.
Entre 0 mètres d'altitude et 4500 mètres d'altitude, les longueurs du ballon sonde augmentent de 25%. Ah, ici, on avait des questions qui n'étaient pas difficiles. Si vous vous rappeliez que lors d'une augmentation de coefficient K, alors les longueurs sont multipliées par K, les aires sont multipliés par K au carré. Alors, si vous aviez ça, et les volumes sont multipliés par K, je ne vais pas pouvoir faire le cube au cube. Voilà, si vous vous rappeliez de ça dans vos petites leçons, eh bien, cette question était facile. Ça marche aussi pour une réduction, évidemment. Alors, on vous demande par quel nombre de longueurs, les longueurs initiales sont-elles multipliées? Eh bien, une augmentation de 25%, c'est donc que les longueurs augmentées vaut 125% de la longueur initiale, Et donc, 125%, ça fait 125 sur 100, c'est-à-dire 1,25. Et on a le 1,25 du 1 plus 25%. Hein. Voilà. Et donc, le 1,25, c'est notre coefficient K. Et pour répondre aux deux questions suivantes, il suffit d'appliquer les petites formules que vous avez apprises, les connaissances que vous avez emmagasinées cette année, et qui disaient quoi? Eh bien, tout simplement que à 4500 mètres d'altitude, l'enveloppe totale, donc c'est une surface, donc c'est une aire, elle a augmenté de combien? Elle a été multipliée par le coefficient au carré. Elle valait 1,5 mètre carré, ça a été démontré au-dessus. Vous pouviez même utiliser ce résultat-là puisqu'il était donné. Et puis, on va multiplier ce résultat par 1,25 au carré, puisque on multiplie par K au carré. Et pour le volume, on va faire pareil. On vous demande au litre près. Donc, évidemment, vous allez utiliser le volume litre. On l'avait quelque part, je me souviens, 141 litres. Et donc, on va faire 141 litres multiplié par 1,25 au cube. Je pense que vous devez obtenir à peu près 276 litres. 141 multiplié par 1,25 au cube, 160. Alors, voilà, on obtient, si on fait 141 litres, 141 litres multiplié par 1,25 au cube, on obtient 275,39 litres, soit environ alors ça fait 200, alors arrondi à l'unité, ça fait 275 litres. Ne vous inquiétez pas, si vous avez fait comme ça, votre réponse sera validée. 276 litres ou 275 litres, la réponse est validée si vous avez utilisé 141 litres. Il n'y a pas de souci. Les correcteurs ont des consignes à cet égard. Il n'y a pas une seule réponse qui est attendue. Il peut y en avoir si c'est proche. C'est validé. Tout dépend de ce que vous avez écrit, de votre rédaction, de votre argumentation. Maintenant, on lâche le ballon à 0 mètre d'altitude. On relève alors une température de 15 degrés. Bien. À 4500 mètres d'altitude, la température transmise est de -12. Très bien. Entre 0 et 1200 mètres, la température, en fonction de l'altitude en mètres, peut être modélisée par une fonction affine, notée T. Alors ici, là, la question était particulièrement délicate. Alors, est-ce qu'elle l'a fait? Non, elle ne l'a pas fait là. Alors, la question était particulièrement délicate dans la mesure où on vous donnait la fonction t de x égale moins 0,06x plus 15. Peut-être avez-vous été tenté de vérifier t de 0 et t de 4500. T de 0, la température à 0 mètres, ça fait 15 degrés. La température à 1500 mètres, ça fait moins 12 degrés. Bon, mais là, vous n'avez pas montré que. Là, vous avez juste vérifié. Ce n'est pas grave. Vous avez vérifié, vous aurez quand même des points. Alors, comment fallait-il faire pour le montrer? 5e question. Comment faire pour montrer que? Eh bien, il fallait dans un premier temps dire que comme t est une fonction affine,
elle s'écrit donc T de X égale AX plus B. Attention, c'est un X, hein, ce n'est pas un fois, du coup. Hein. Et on sait que alors T de 0 est égal à 15 et T de 4500 est égal à moins 12. Et puis cette première équation, T de 0 est égal à... Pardon, j'ai appuyé sur une touche. Je n'aime pas faire des bêtises et pourtant j'en fais quand même. Ah, ça y est, j'y suis. Alors, T de 0 égale 15. Eh bien, T de 0, si on remplace X par 0 ici dans l'expression, ça va vouloir dire... Ah voilà, il ne veut plus maintenant. Ah bah voilà. Ah bah voilà, il m'a tout enlevé. Ah, qu'est-ce qu'il est vilain. Il est vilain, 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 vilain. T de X égale à X plus B. Et en plus, il m'a tout rapetissé. Qu'est-ce qu'il est vilain avec moi. Alors, si on écrit T de 0 égale, peut-être vous savez où je veux en venir, T de 0 égale 15, alors ça veut dire que A fois 0 plus B est égal à 15, et donc vous avez B qui vaut 15. Ensuite, si on vous dit que T de 4500 est égal à moins 12, alors ça veut dire que 4500 fois A plus B est égal à moins 12. Et puis comme B, il vaut 15, vous allez pouvoir écrire 4500 A plus 15 égale moins 12, etc., etc., etc. Et vous allez obtenir la valeur de A. On trouve la valeur de A. Alors, vous le faites, hein, je ne vais pas vous le faire, hein, d'accord? Mais on trouve la valeur de A, et à mon avis, on va trouver A qui vaut moins 0,006. Et ensuite, on conclut. Voilà. Hein, donc ça, c'était la manière de montrer que. Quand on vous demande de montrer que, ça veut dire, hein, c'est pas la même chose, c'est pas pareil que vérifier. Hein, en mathématiques, il y a des expressions comme ça qui sur la voie et qui vous imposent une procédure ou une stratégie. Ce n'est pas toujours le cas. Ouh là là, je pédale. Alors, on va regarder, très bien, on va regarder la question suivante. À partir de quelle altitude la température devient-elle négative? Justifiez le résultat en résolvant une inéquation. En plus, on vous le disait, alors là, il suffisait juste d'écrire température négative, donc inférieur ou égal à 0. Donc, il fallait remplacer simplement un T de X par moins 0,06X plus 15 et résoudre l'inéquation. Et on obtenait X supérieur à 2500, donc une température négative à partir de 2500 mètres. Voilà. Ça, soit vous le savez le faire, soit vous ne savez pas le faire. Il y a il y a un petit piège, enfin un petit piège. Il faut savoir que quand on multiplie ou divise une inégalité par un nombre négatif, l'ordre va changer. Mais ça, bon, vous avez dû le voir évidemment en cours et dans les lives que vous a fait Agnès Leclerc, qui est une très bonne enseignante de mathématiques. La 7e question est la dernière. La professeure des écoles a réalisé à l'aide du tableur le tableau qui est ici. Et en observant les données du tableau, alors le ballon part à 0 mètre d'altitude, donc ici, là, à la colonne B. Et on vous demande à quelle altitude se trouve-t-il lorsque la température a baissé de 30 degrés. Alors attention, on ne vous demande pas quelle est son altitude quand la température est de moins 30. Attention, hein, ce n'est pas ça qu'il faut lire. Hein. Attention. Hein. Ce n'est pas température égale moins 30 degrés Celsius. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Hein. Ce n'est pas ça du tout. On vous demande lorsque la température a baissé de 30 degrés. La température est de 15 degrés. La température baisse de 30 degrés, donc elle est donc égale à moins 15 degrés. Et donc, la température est de moins 15 degrés à une altitude de 5000 mètres. Donc là, il fallait faire bien attention à bien lire l'énoncé et à ne pas faire d'interprétation rapide et sauvage, comme parfois ça peut arriver. Voilà. Eh bien, on est arrivé au terme
Après, je ne sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est juste pour vous démoraliser. Hein. C'est juste, faut pas lire en fait la suite. Hein. C'est juste des calculs. Ils ont oublié d'enlever cette page-là. Oh, les vilains. Voilà, on lit pas, ça nous intéresse pas. Voilà, j'espère que vous l'avez pas eu, la page suivante. Je pense pas. Voilà, on est arrivé au terme. Est-ce que vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un exercice en particulier, rapidement, parce qu'après, il faut tous qu'on aille manger. Il y en a peut-être déjà certains qui nous ont quittés, qui nous ont abandonnés, on peut le dire. Ils nous ont abandonnés. Voilà, on est plus que toutes les deux, toutes les trois, toutes les quatre, toutes les cinq. Tout le monde est parti. Alors évidemment, une correction d'un sujet comme ça, c'est long, évidemment. Vous avez mis 3 heures pour le faire le jour J. Là, on a mis 1 h 30 pour en parler rapidement. Bon, on a essayé quand même de vous montrer les choses, les stratégies et aussi les réponses qui allaient être recevables, même si elles ne sont pas exactement écrites comme on attend qu'elles soient écrites. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce sujet. On a trouvé quand même que ce n'était pas le sujet le plus difficile qu'on ait pu rencontrer, même s'il était un petit peu étrange avec ces professeurs qui donnent des exercices à leurs élèves. C'est un peu déroutant, mais ce n'est pas vraiment le sujet le plus difficile. On a rencontré des exercices, des sujets beaucoup plus difficiles. Mais il y avait beaucoup de voilà, dans le premier exercice, beaucoup de grandeur quotient, les grandeurs quotients, pas de géométrie, et puis ça qui sera retravaillé avec la méthode de Singapour en didactique peut-être. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, il vaut mieux poser une question maintenant que de regretter de ne pas l'avoir posée toute sa vie. Alors, pas de questions? Voilà, donc ça veut dire que tout le monde est content, tout le monde va avoir 18 sur 20. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Même si c'est un concours, c'est un petit peu difficile. Bon, bah, Emma, on n'a pas de questions. Apparemment, Ah non. oui, j'avais dit qu'il fallait. Ah oui, tu as arrêté mon écran, c'est bien, merci. Oui. Bon, de toute Ouais, façon, c'est il n'y bien. avait pas de questions, mais D'accord. Ah, merci, c'est gentil. Merci pour cette correction et pour vos conseils sur la lecture des consignes, leur sens et les alternatives apportées. Pas de questions pour ma part, il ne reste qu'à travailler pour 2023. Non, il reste à travailler l'oral, les oraux. On ne sait pas, peut-être là, on va vous appeler pour passer les oraux, Amandine. Hein? On ne sait pas, on peut s'attendre à tout. Merci en tout cas de nous dire merci. Ah, vous n'avez pas passé le concours cette année? Ah ben non, alors, vous ne passerez pas les oraux alors. Ça, c'est sûr. Non, bah, c'est très bien. Bah, voilà. Travailler pour 2023, vous voyez, il y a beaucoup de choses à revoir en mathématiques et à la fois, voilà, il y a vraiment moyen de s'en sortir. Hein. Si vous travaillez régulièrement toute l'année avec une bonne préparation, bon, Galien, moi, je peux vous assurer que la préparation à Galien, elle est bonne. Hein. Nous, on suit nos étudiants de très près. On les connaît tous très bien. Et tout ce qui était là au sujet, dans ce sujet-là, on l'avait travaillé en long, en large et en travers avec nos étudiants. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil que j'ai fait avec eux en me disant, tiens, ça, on a travaillé là, ça, on a travaillé là. Ils ont dû penser à moi le jour J, hein, je vous le dis. C'est drôle. En tout cas, bon, oui, il reste à travailler, mais bon, c'est tout à fait accessible. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Hein. C'est accessible. Hein. C'est pas la lune. Voilà.
Bah, merci à vous. Mais je vous en prie, renseignez-vous. Renseignez-vous auprès de sur le site internet, auprès de Carole, auprès d'Emma. Ah ouais, renseignez-vous. C'est pris en charge par les CPF maintenant aussi. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir une bonne préparation pour pas cher, comme on dit. Bon, bah, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien réussi pour celles et ceux qui ont passé les écrits. On vous souhaite de ne pas vous revoir l'année prochaine et de vous retrouver bientôt devant des enfants. Et bon appétit. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée. Merci.